Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Future, l'émission des inventeurs, des chercheurs, des entrepreneurs qui innovent, ces femmes, ces hommes qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Ils s'enfilent presque comme une seconde peau, ils viennent augmenter les capacités des humains. Gros plan sur les exosquelettes juste après ces titres. Smart Money consacré cette semaine au marché de l'hydrogène. L'objectif des leaders mondiaux est ambitieux, multiplié par 50 la production au cours des 6 prochaines années. Dans Smart Connect, notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce, on parlera de ces agents conversationnels développés par Botmine. Et puis dans la seconde partie de l'émission, vous découvrirez notamment MyBus. C'est une appli pour voyager et payer dans les transports en commun. Mais d'abord, on se glisse dans un exosquelette. Bienvenue dans le futur. On part à la découverte des exosquelettes avec mes invités. Jean-Louis Costanza, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Vandercraft. Et puis avec nous en visioconférence, Dominique Vattier, directeur de TDR. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Je vous propose pour commencer de présenter un peu vos exosquelettes et leurs usages. Jean-Louis Costanza, le vôtre s'appelle Atalante. Quelles sont ses caractéristiques? Alors Atalante, c'est le premier exosquelette de Vandercraft qui est destiné aux hôpitaux. Donc un exosquelette, c'est un robot qui vous aide à marcher. En fait, on a fondé Vandercraft pour rendre la marche aux gens qui ne marchent pas ou qui ne marchent plus. Simplement parce que sur les 4 cofondateurs, il y en a 2 qui, dans leur famille proche, moi c'est mon fils, ont des gens en fauteuil roulant. Et 3, moi j'ai une formation d'ingénieur robotique, mais qui est loin en dessous du niveau des 3 jeunes polytechniciens géniaux qui ont fondé la boîte. Et j'essaie de les aider. Et vous l'avez fondé il y a combien de temps En 2012. 2012. Et 2012, le premier exosquelette, il sort quand? C'est vraiment de la technologie. C'est une technologie qui est très très proche de la science. C'est très complexe. La marche, c'est un des grades de la robotique. La robotique, il y a 2 grades. C'est l'intelligence et la marche. Ouais. Et c'est tout aussi complexe. Mais il y a très peu de monde qui travaille dessus. Donc on a fondé l'entreprise en 2012. Aujourd'hui, on est une assez grosse boîte, on est 90. On a levé pas mal d'argent. Et ça nous a pris 5 ans pour faire un premier prototype qui fonctionnait à peu près. 6 ans pour mettre un patient dans l'exo. Et maintenant, notre exo Atalante est certifié, il est marqué CE. Il sera bientôt approuvé aux États-Unis. Et il est utilisé, il a été vendu à pas mal d'hôpitaux en France et en Europe. Et puis bientôt aux US pour réapprendre aux gens à marcher. Donc notre première mission, avant d'aller dans la rue, c'est de travailler avec les équipes médicales pour réapprendre aux gens à marcher après un AVC, une blessure de la moelle épinière ou des pathologies neuromusculaires. Et on rentrera aujourd'hui. Ouais, et on rentrera évidemment un peu plus dans le détail des usages, de la technologie qui est embarquée dans cette Atalante. Dominique Vattier, l'exosquelette que vous commercialisez, il s'appelle Mate. Où est-il construit? Et puis là aussi, quelles sont ses caractéristiques? On n'est pas exactement dans le même produit. Tout à fait. Donc nous, notre exosquelette Mate est construit en Italie. Ce sont les Italiens, l'entreprise Comao qui a développé cet exosquelette. Et donc nous sommes distributeurs et nous sommes avant tout un intégrateur de solutions robotiques. Et donc cet exosquelette vient compléter en fait nos solutions pour dire de pouvoir soulager les opérateurs dans leurs tâches au quotidien. Alors donc là, on voit quelques images. C'est une structure qui est plus légère que celle de Vandercraft. Donc c'est pour qui? Pour les ouvriers, pour les soulager de tâches répétitives, c'est ça par exemple? C'est ça, oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, il est destiné aux opérateurs quand on ne peut pas tout automatiser, parce que, comme je vous disais, nous, on a une vocation plutôt de trouver des solutions robotiques pour soulager les tâches, on va dire, pénibles et répétitives au niveau des opérateurs. Et ensuite, malheureusement, on ne peut pas tout automatiser. Et donc, ce système permet de soulager environ de 30% les efforts qu'un opérateur peut avoir sur son poste de travail. Et bien entendu, notre rayon d'action, c'est l'industrie. On a une forte expérience dans ce domaine, mais il est bien entendu destiné à tous les autres secteurs d'activité, petites, moyennes entreprises ou même pour des personnels en particulier.
Jean-Louis Constanza, comment ça marche? Il y a une part comment l'interaction entre l'humain et l'exosquelette se fait? En principe, c'est assez simple. C'est la réalisation les moins. Il y a une intelligence, en fait, il y a des algorithmes, une intelligence artificielle dans un petit mais gros ordinateur qui est dans le dos du robot, Ouais. dans le dos de l'exosquelette, et qui recrée la marche. Pas seulement la marche, mais il permet de se lever, de s'asseoir, de tourner, de monter un escalier, de le descendre, de faire des pentes, bientôt de sortir et de rentrer dans une voiture. Et l'utilisateur, en fait, a plusieurs moyens de commande. Le premier, c'est si les mouvements de son buste, en fait. S'il se penche légèrement ou elle se penche légèrement en avant et tourne les épaules, elle va contrôler sa direction, marcher, se mettre en marche, s'arrêter, etc. C'est assez intuitif? C'est fait pour être complètement intuitif parce que là, aujourd'hui, on utilise en hôpital. Les patients, il faut les faire rentrer le plus vite possible dans l'exo pour réapprendre la marche. Et donc, souvent, ils sont encore très secoués après un AVC ou une blessure. Et il faut que ça soit intuitif. Et on est en train d'ajouter le contrôle vocal pour les gens qui ont très peu de contrôle manuel, de motricité fine, pour ne pas avoir à utiliser une télécommande pour changer de mode. Et en fait, aussi pour d'autres commandes, et ça marche assez bien. Donc, on aura dans la version ultime, d'ici quelques années, un exo beaucoup plus fin et complètement intuitif dans son interaction avec l'utilisateur et dans en fait, le transfert des intentions de la personne au robot. Oui. Et alors, quelle phase de rééducation il intervient? Vous l'avez dit là dès le début, mais il y a différents usages en quelque sorte au fur et à mesure de la rééducation. En fait, c'est difficile de parler à la place des médecins. Nous, on travaille énormément avec les équipes médicales, puisque nous sommes des roboticiens. Mais ce que vous disent les médecins, c'est que le meilleur moyen de réapprendre à marcher, après un AVC, vous avez perdu le contrôle de votre système nerveux au moins sur une moitié du corps, par exemple. Il y a d'autres pathologies. Et donc, le meilleur moyen de re-entraîner votre système nerveux et musculaire pour remarcher et pas tomber, c'est la marche. Et donc, il faut faire marcher les gens le plus vite possible. C'est le moment où le système nerveux est le plus apte à réapprendre. Vite et répété, c'est ça? Alors vite, ça veut dire tôt après, Ouais. après l'atteinte, que ce soit une atteinte à la moelle épinière ou au système nerveux central. Et donc, si possible, dans les semaines qui suivent, les jours peut-être pas, mais les semaines qui suivent l'atteinte, et puis après sur toute la durée, pour continuer à s'entraîner, parce qu'après on peut reperdre en fait la marche, et à ce moment-là, on est vraiment non plus quelqu'un qui a une pathologie et qui lutte, mais dans le handicap si on repère la marche. Voilà, donc marcher, c'est important, marcher longtemps, chaque jour si possible, à l'hôpital. Et sans, pardon de vous interrompre, mais sans cette aide, sans l'exosquelette, évidemment, d'abord, c'est quasiment, c'est très difficile de retrouver la verticalité, etc., etc. Mais surtout, on ne peut pas répéter les mêmes efforts dans la rééducation. Alors, vous avez raison. L'exo, qui est un robot, permet de répéter les efforts de façon très intensive. On peut faire 2000 pas par jour en hôpital. Et donc, on réapprend bien la marche et on les répète de façon régulière, ce qui est très important. En fait, la grande différence du Wondercraft, c'est comme c'est vraiment un robot marcheur, c'est le premier au monde. On n'a pas besoin de béquilles. Et il y avait des exosquelettes de première génération qui ont été des sociétés pionnières, mais qui ne pouvaient pas équilibrer. La science n'était pas assez avancée pour équilibrer un robot. C'est complètement différent. Et donc, on se tient avec des béquilles. Donc, on peut commencer à la marche beaucoup plus tard. Il y a d'autres soucis qui sont posés. Et ça peut tout à fait à faire. Ouais, et puis, il y a un côté... Pardon, c'est peut-être pas le bon terme, mais un peu magique quand même pour une personne qui est en fauteuil et qui se relève pour la première fois avec... Ouais, les gens pleure souvent. J'ai eu le bonheur de faire marcher mon fils pour la première fois parce qu'il était petit. Et là, il a dépassé 15 ans, donc il avait la taille qu'il fallait, puisqu'on n'a pas encore d'exo enfant. Il y a 3 semaines, donc j'ai pu vraiment... Enfin, j'ai vu marcher des centaines de patients, mais là, c'était bien. Et oui, c'est magique parce que, en fait, quand on est en fauteuil, on n'est pas seulement privé d'une bonne partie de sa mobilité, mais on a plein de pathologies qui vous tombent dessus, cardiovasculaires, digestives, cutanées, qui réduisent énormément votre espérance de vie et qui sont graves en fait. Et se reverticaliser, ça a plusieurs effets. Le premier, c'est qu'on regarde les gens en fait à la même hauteur, on change, on a une perspective de vie. Alors, il y a beaucoup de gens en fauteuil qui sont très solides, hein, mais ça change quand même les choses et la santé va mieux en fait. L'ensemble des tissus du corps humain ne sont pas faits pour être assis en permanence. Ouais. On n'est plus fait pour ça depuis des millions d'années. Dominique Vattier, chez TDR, je le redis, hein, vous adaptez des robots aux besoins de vos clients industriels. Ce qui est intéressant avec l'exosquelette que vous avez avec vous, c'est aussi cette notion d'interface entre l'humain et la machine, parce que c'est pas si facile. Il faut que l'humain qui va l'utiliser, certes c'est une aide, il faut qu'il l'accepte, quoi.
Mais vous avez souligné le point le plus important pour l'intégration d'un exosquelette dans une entreprise. C'est l'humain qui est au cœur des projets. Et nous, on a pu bénéficier de notre expérience autour des robots parce que beaucoup de robots ont été intégrés dans des entreprises et n'ont pas fonctionné parce que on n'a pas constitué, on va dire, l'équipe autour de ce moyen. Et donc, il n'a pas été accepté par les opérateurs. L'exosquelette, c'est la même démarche. Et aujourd'hui, au-delà du produit même, ce qui est très, très important, c'est son accompagnement, ce que l'on peut en faire. L'objectif, c'est que la plupart du temps, ce sont les entreprises, les patrons qui nous consultent parce qu'elles ont une véritable envie de pouvoir aider et d'accompagner leurs opérateurs. Ils en ont assez de les voir souffrir au quotidien et de voir qu'en fin de carrière, malheureusement, ils ont des pathologies, ils ont des arrêts maladie. Et donc, la première demande vient des entreprises. Par contre, les opérateurs, il faut leur expliquer qu'aujourd'hui, c'est un système qui va se mettre comme un sac à dos, c'est-à-dire que très très rapidement, on va pouvoir le mettre et l'enlever. Donc c'est intéressant, comme le disait tout à l'heure monsieur, il faut qu'on puisse être rassuré que très rapidement, on va pouvoir s'équiper au moment où on en a besoin. Pareil, ce sont des systèmes qui vont pouvoir faire grandir les entreprises parce que on va pouvoir mettre aussi l'accent là où on a les postes de travail qu'il va falloir organiser. Et puis bien entendu, nous, dans cet accompagnement, on fait de la formation, on fait le suivi des personnes, on ne fait pas qu'une livraison de l'exosquelette, bien entendu, et on les accompagne au quotidien pour les accompagner aussi dans les bonnes postures, dans l'utilisation du moyen. Et bien entendu, pour les faire grandir autour de ce produit. Parce qu'on parle d'un transfert d'efforts, est-ce que ce transfert d'efforts, il peut faire apparaître finalement des douleurs auxquelles on ne s'attendait pas ? Alors, oui, c'est un peu, on va dire, l'image que l'on a de l'exosquelette. On a des mauvaises images des robots, on a des mauvaises images aussi de l'exosquelette. Et en l'occurrence, nous, pourquoi on s'est focalisé sur celui-là et pourquoi notre accompagnement se décompose en trois analyses de risques, si on peut dire. Il y a une analyse au niveau de la personne, de l'environnement et les risques psychosociaux. Et donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas pouvoir porter plus que ce que on a l'habitude de porter, mais véritablement d'avoir un soulagement. C'est-à-dire qu'on va gagner 30% d'effort, c'est-à-dire qu'en gros, la charge va être atténuée de 5 kilos. Le système aussi permet en fait de ne pas blesser, on va dire, ses collaborateurs ou ses collègues. Le système ne permet pas non plus de rester coincé dans des environnements exigus. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas de poulie. Donc c'est là l'intérêt majeur. Et après, on va dire l'accompagnement psychosocial, il est important aussi pour expliquer, on va dire, à l'opérateur qu'on ne va pas le faire travailler plus, on ne va pas le faire travailler plus longtemps et qu'on est là vraiment pour le protéger. Comme aujourd'hui, le masque peut vous protéger, on va dire, du Covid, l'exosquelette va vous protéger justement des troubles musculo-squelettiques qui pourraient apparaître. Oui, alors ça ouvre aussi un débat qui est intéressant, Jean-Louis Constanza, c'est celui où on parle d'hommes augmentés, d'humains augmentés, et on pourrait aussi se projeter, dans cette émission on se projette toujours à 10 ou 20 ans, dans une société un peu à deux vitesses, entre ceux qui, alors je sors de la question du handicap, mais ceux qui vont s'équiper d'un exosquelette et ceux qui n'en auront pas les moyens. Alors, si je reste un instant dans notre secteur, qui est de redonner la mobilité et une meilleure santé aux gens qui sont en fauteuil, ça serait évidemment inacceptable qu'il y ait deux vitesses. Les systèmes de santé, en général, sont là aussi pour aider les gens à acquérir. Il y a des traitements chimiques ou biologiques qui sont extrêmement chers, qui se font en hôpital. Et en France, on a la chance qu'ils se fassent de façon relativement indistincte du revenu des gens. Et dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Donc, Wandercraft travaille beaucoup sur les remboursements de sa technologie. Donc, il faut passer par des études cliniques. On est en train de les conduire. Remboursement en hôpital et surtout pour l'usage à domicile qui arrive bientôt. Et bien sûr, il faut remplir le temps là. Donc, nous sommes chez Wandercraft en train de construire un centre de marche qui sera probablement dans Paris où n'importe qui
Alors, il n'y aura pas beaucoup de place, mais il y a déjà énormément de gens, il y a des centaines de personnes qui veulent marcher dans notre exo. On essaie d'en recevoir quelques-uns. Les hôpitaux ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont des patients à traiter. Donc, un centre de marche où les patients pourront s'inscrire pour marcher toutes les semaines, comme une salle de gym. Et en marchant, ils pourront jouer au tennis, faire du golf et ils ne vont pas faire que marcher dans un bel endroit. Donc, on essaie de remplir les trous, mais lorsque l'exo arrivera, et je prends ça comme un exemple pour répondre à votre question, lorsque l'exo personnel va arriver, d'ici quelques années, il faudra qu'il soit suffisamment fonctionnel pour qu'on puisse le produire en grand volume, c'est-à-dire que tout le monde en aura besoin, une grande partie des gens en fauteuil roulant, et que on puisse faire baisser ses prix, c'est le premier, et baisser ses coûts, c'est vraiment le premier critère. Et après, le faire rembourser par le système de santé. Donc, il faut qu'il coûte à peu près le prix d'un fauteuil roulant électrique haut de gamme. C'est ça qu'on vise, en fait. Et donc, ça veut dire que le marché américain, c'est pas un marché que vous voulez forcément viser, parce que là-bas, il faut avoir les moyens pour se payer une santé correcte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le marché américain que je commence à bien connaître, puisque je m'occupe du développement pour Wondercraft aux États-Unis, il n'est pas si blanc et noir que ça. D'accord. Il y a des couvertures et elles peuvent être moins égalitaires qu'en France, on peut le regretter, mais le marché américain avec le marché chinois restent les deux marchés principaux de la planète. Il faudra les couvrir très vite, bien sûr. D'autant plus qu'aujourd'hui, Wondercraft n'a toujours pas de concurrent, et donc il faut aller assez vite pour développer l'entreprise. C'est pas pour le plaisir de développer l'entreprise, c'est vraiment, et on est les premiers touchés, pour faire marcher le maximum de gens. En fait. Oui, donc des millions de personnes. Donc oui, il faudra faire marcher des millions de personnes, mais l'enjeu est tel, et les économies aussi pour les systèmes de santé quand les gens remarchent sont telles, que ça sera, à mon avis, une question vite répondue. Restez avec nous, on va voir que les militaires, eux aussi, s'intéressent beaucoup aux exosquelettes. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Hierret-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Tout va bien? Ça va très bien. Merci. Alors, on parle de l'armée américaine qui teste une paire de bottes dotées d'une structure mécanique motorisée. Objectif améliorer évidemment les performances des soldats sur le terrain. Tout à fait. Pour un adulte en bonne santé, marcher, c'est plutôt facile. Mais lorsqu'on est un soldat qui porte un sac à dos lourd, ça devient plus compliqué. Comment alors les aider à transporter facilement de grosses charges sur de longues distances tout en préservant leur énergie? Eh bien peut-être avec cet équipement nommé Défi Exoboot. C'est l'un des rares exosquelettes actifs uniquement à la cheville. Il possède un ordinateur interne qui doit déterminer comment et quand assister la personne qui le porte. Pour cela, l'appareil utilise des capteurs qui détectent si l'utilisateur est en train de marcher, de courir ou de sauter. Ces capteurs intelligents peuvent également déterminer sur quel type de terrain il se trouve, les changements de démarche provoqués par la fatigue, sa vitesse et s'il porte une charge ou non. Et grâce à des actionneurs intégrés, l'équipement aide son utilisateur au niveau de l'articulation de la cheville pendant qu'il effectue ses tâches physiques difficiles. Ces bottes exosquelettes, elles sont testées dans le cadre d'une étude qui vise à comprendre comment les hommes s'adaptent aux systèmes intelligents pour leur permettre de survivre dans des environnements complexes. C'est la citation exacte. Tout à fait Thomas, et c'est le laboratoire de recherche de la marine américaine qui a recruté 20 sujets pour tester cet équipement. 40 points réfléchissants ont été placés sur plusieurs parties du corps des participants, en se concentrant sur 5 muscles de chaque jambe pour enregistrer les signaux musculaires. 128 électrodes ont également été placées sur leur cuir chevelu pour mesurer les signaux cérébraux. Et pour le moment, les participants ont pu marcher avec l'Exoboot sur un tapis roulant pendant environ 1 heure. Est-ce qu'on a déjà les résultats globaux de ce texte? Alors, il faudra un certain temps à l'équipe de recherche pour comprendre les signaux neuronaux enregistrés dans cette étude parce que la capacité d'enregistrer l'activité cérébrale dans les scénarios étudiés avec l'Exoboot est encore relativement nouvelle. En plus, comme il est toujours en phase de test, les chercheurs ne peuvent pas dire avec précision si l'Exoboot est capable de soulager le stress des soldats lorsqu'ils transportent de gros volumes de cargaison à pied. Mais dans les mois à venir, ils devraient soumettre un rapport complet. Merci Olivia. Jean-Louis Constanza, c'est quand on voit la complexité, vous nous avez décrit la complexité de recréer la marche, c'est plus simple à la dimension d'une botte en quelque sorte, c'est plus facile. Oui, c'est plus simple. Ce qui est difficile certainement, c'est de l'adapter à l'usage d'un soldat en opération, etc. Mais c'est beaucoup plus simple. On voyait sur la photo qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais l'articulation permet de faire ça au pied, donc pour prolonger la poussée
du marcheur, en fait. Nous, par exemple, rien que notre pied, sur un exosquelette qui recrée la marche pour quelqu'un qui ne marche pas, eh ben, le pied, il doit faire tous les mouvements d'un pied. Déjà, il y a beaucoup plus. Mais rien que le pied. Nous, on a 12 articulations motorisées sur l'exosquelette de Wondercraft, donc qui sont commandées tous les millièmes de seconde. Donc ça fait 12 000 ordres à envoyer pour piloter l'ensemble de l'exo, avec des algorithmes qui sont d'une complexité vraiment qui nécessitent de la science à haute dose et des partenaires universitaires, etc. Donc oui, la marche, quand il s'agit d'augmenter la force de quelqu'un qui marche très bien, un soldat, normalement, il marche très bien, c'est une chose. Il y a d'autres difficultés, c'est pas plus simple, mais recréer la marche pour quelqu'un qui marche pas du tout, ou très peu, ou qui tombe, et recréer l'équilibre surtout. Recréer la marche, c'est une chose, mais il ne faut pas tomber. Tout le secret de la marche humaine, c'est l'équilibre. Recréer ça, c'est vraiment très complexe. C'est pour ça que non seulement ça nous a pris du temps, pour une assez grosse équipe maintenant, qui est réputée comme la meilleure ou une des meilleures équipes de robotique de marche du monde, vraiment, mais qu'on est encore seul, en fait. Et donc ça veut dire que... C'était vraiment un défi. Oui, et c'est un défi qui reste à relever pour le généraliser, on l'a bien compris, à tous les usagers potentiels. Merci beaucoup, merci Jean-Louis Constanza, merci également Dominique Vattier d'être venu nous présenter l'exosquelette de TDR. On parle d'argent tout de suite avec le développement de la filière hydrogène. Merci Olivia. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, notre chronique consacrée au placement d'avenir et aux moyens de paiement du futur avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine, heureux de vous retrouver physiquement sur ce plateau après quelques semaines de visioconférence. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro et vous avez choisi aujourd'hui de zoomer sur le secteur, le marché de l'hydrogène. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que l'hydrogène a connu de multiples faux départs sur les dernières décennies, mais là, il semble sur les rails pour vraiment se développer de manière importante. C'est qu'on a la transition énergétique, les préoccupations environnementales, qui sont autant de facteurs qui ont généré des engagements très forts de la part des gouvernements. Par exemple, l'Union européenne a récemment défini l'hydrogène comme un élément clé dans son objectif de neutralité carbone en 2050. C'est quoi l'hydrogène ? Alors l'hydrogène, c'est l'élément chimique le plus abondant de la planète. Il permet de se convertir aussi en électricité. Ceci étant, petit bémol, il est difficile à stocker, à transporter du fait de sa faible densité. Et compte tenu des stratégies gouvernementales, il y a des leaders mondiaux de l'hydrogène qui ont une énorme ambition. Je le disais tout à l'heure en titre, c'est quoi cette ambition ? Alors l'ambition, elle est très importante. C'est une augmentation, enfin une envolée du marché fois 50 sur les 5 prochaines années, sachant que le marché est quand même assez faiblement valorisé aujourd'hui. Oui, multiplié par 50 la production actuelle. Alors c'est quoi les domaines d'activité de l'hydrogène aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'hydrogène est quasi exclusivement utilisé pour l'industrie lourde, essentiellement la chimie et la raffinerie. Alors demain, on estime et on anticipe que grâce à sa capacité de vecteur d'énergie, l'hydrogène va être très utilisé dans les transports. On va l'utiliser notamment pour les taxis, les bus ou même les avions hydrogène avec Airbus. Mais le transport qui utilise plus l'hydrogène aujourd'hui, c'est l'automobile. Alors qui dit voiture à hydrogène dit pile à combustible. La pile à combustible, c'est le cœur de la voiture hydrogène et ça va permettre de transformer l'hydrogène en électricité qui va actionner le moteur électrique, mais aussi de libérer non pas du dioxyde de carbone, mais de la vapeur d'eau. Et donc ce fait non polluant de la pile à combustible. Est-ce que cette pile à combustible elle est plus efficace que les batteries lithium qui sont aujourd'hui généralisées sur les voitures électriques ? Oui, alors effectivement, elle est plus efficace, elle permet de stocker plus d'électricité. Le bémol, c'est qu'elle est beaucoup plus coûteuse en fait. Et c'est pour ça que en fait, les voitures à hydrogène sont beaucoup moins développées que les voitures électriques. À titre d'exemple, en 2020, il y a à peu près 1 million de voitures électriques qui sont vendues contre seulement 10 000 de voitures à hydrogène, ce qui est assez faible. Et les leaders de ce marché ? Alors les leaders de ce marché sont essentiellement asiatiques et notamment japonais. C'est Toyota et Honda qui détiennent le plus de voitures à hydrogène. En France, on a Renault qui a équipé ses Kangoo électriques de piles à combustible
combustible, mais on est vraiment au tout début en France. Alors, justement, ce marché français, on en est où? Alors, déjà, le gouvernement français a voté un plan de 7 milliards l'année dernière pour donc développer l'hydrogène. Et dans le secteur privé, le leader incontesté en France, c'est Air Liquide. Air Liquide, c'est un des plus gros producteurs mondiaux d'hydrogène. Ça lui rapporte à peu près 2 milliards par an, l'hydrogène. Et surtout, Air Liquide s'est récemment associé avec Toyota pour développer une flotte de taxis à hydrogène qui s'appelle Hype et qui commence à se développer en Île-de-France. Ensuite, on a aussi EDF qui a fait son entrée dans l'hydrogène en entrant dans le capital de McPhy Energy qui produit et fabrique de l'hydrogène. Et puis enfin, on a les équipementiers automobiles tels Michelin et Faurecia qui aussi ont créé une société pour fabriquer des piles à combustible. Est-ce que c'est un secteur dans lequel il faut investir? Alors, après, c'est vrai que plusieurs décennies de stagnation, l'hydrogène semble prêt pour un décollage majeur. On a, certains même le qualifient de carburant du futur. Bank of America, une des plus grandes entreprises, enfin banque américaine, donc estime que le marché de l'hydrogène va faire plus fois 50 sur donc les 5 prochaines années. On a aussi une étude très sérieuse de McKinsey, du cabinet d'études McKinsey, qui dit que la consommation d'hydrogène pourrait représenter 18% de la consommation totale d'énergie en 2050. Ceci étant, il faut apporter un bémol, c'est que déjà dans de nombreuses activités, l'hydrogène est encore balbutiante. Dans l'automobile, le succès commercial est encore loin. Ça reste très coûteux. Les stations et le stockage à hydrogène est très coûteux. Il y a 2 ans, il y avait encore quelques centaines de véhicules qui fonctionnaient à l'hydrogène. Aujourd'hui, on a quelques dizaines de milliers, mais c'est un marché qui est encore balbutiant. Alors, Elon Musk, qui est un détracteur de l'hydrogène, c'est normal. C'est logique, il a choisi une autre technologie. Donc, et voilà, donc lui, il pense que c'est une technologie très stupide selon ses termes, mais bon, l'hydrogène, selon moi, encore, je pense quand même de beaux jours devant lui, et c'est un marché qui devrait quand même progresser dans les prochaines années. Oui, et surtout avec en France ce plan hydrogène, vous l'avez dit, de 7 milliards d'euros. Merci Antoine Fraisse-Soulier, je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez eToro. Tout de suite, c'est Smart Connect, les mutations du e-commerce. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect avec Botmind. Aujourd'hui, avec nous en visioconférence, Christophe Chevalier, le président de Botmind. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Tom. Oui, je vous entends. Bonjour Thomas. Voilà, la liaison est bonne, on peut démarrer. C'est quoi Botmind? Quand est-ce que vous l'avez créé? Avec quelle idée? Écoutez, moi j'ai eu une expérience au préalable dans le e-commerce pendant plusieurs années. Et finalement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le taux d'achat en magasin, il est 10 fois supérieur à celui qu'on a en ligne. Et la raison principale pour ça, c'est parce que quand on se rend dans un magasin, on a un vendeur, on a un échange, un conseil, on a une attention. Finalement, on a un commerçant en face de soi. Et j'ai l'impression, au travers des expériences que j'ai eues dans le e-commerce auparavant, qu'on a un peu perdu cette notion de ce que cela signifie en ligne. Et pourtant, c'est un réel différenciateur aujourd'hui pour les acheteurs qui considèrent que l'expérience client, c'est une part qui est très importante dans leur choix d'une marque. Et c'est pour ça justement qu'on a créé Botmind, nous, en 2018, pour réussir à remettre une expérience client d'achat en ligne qui soit comparable à celle qu'on peut avoir en magasin. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle se rapproche de l'expérience client vécue en magasin, mais ça passe par quels outils? Déjà aussi, ça passe aussi par l'humain, par l'existant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, lorsqu'on se balade, lorsqu'on achète des choses en ligne, on a des multiples informations, on a beaucoup de produits. C'est toujours assez compliqué de faire son choix et on a beaucoup de questions qui se posent. Alors on peut poser ces questions aujourd'hui par différents canaux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les sites de e-commerce ne peuvent pas mettre en ligne de chaque visiteur un conseiller parce que ça coûte beaucoup trop cher finalement de tout humaniser. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui avec Botmind, ce que l'on est capable de faire, c'est d'analyser justement toutes ces interactions avec des visiteurs pour justement être capable d'automatiser seulement les contacts qui sont à faible valeur ajoutée pour garder tous les contacts qui concernent du conseil, des soucis de litige et pour cela mettre en relation les
les visiteurs avec des agents. Ça veut dire que ce qu'on appelle les chabots ou les agents conversationnels, ils interviennent seulement au départ pour les premières étapes en quelque sorte, comme vous le disiez, ce qui a le moins d'intérêt ou de valeur ajoutée? Exactement. Alors, nous, sur le chatbot, on a tendance à dire que le chatbot est un peu mort et vive BotMind parce qu'on est un peu plus que ça aujourd'hui. On est capable d'accompagner le visiteur avant l'achat, justement en détectant au travers de son comportement sur le site qu'il se pose peut-être une question. Ça fait plusieurs secondes, plusieurs minutes qu'il est sur une page, qu'il scrolle, qu'il cherche quelque chose, on va peut-être essayer de le guider. Ensuite, pendant qu'il passe son achat, on va le rassurer. Pendant qu'il se trouve sur le panier, lui expliquer qu'il peut renvoyer son produit au bout d'un certain temps. Et puis, une fois que l'achat est passé, s'il a un souci, un problème de suivi de commande notamment, eh bien, on est capable de lui donner aussi une réponse. Donc on essaye vraiment aujourd'hui d'accompagner le visiteur tout au long de son parcours d'achat, mais encore une fois avec cette logique hybride en tête, en se disant on ne peut pas tout automatiser, au même titre qu'on ne peut pas tout humaniser. Et l'idée est vraiment d'avoir une approche intelligente de la technologie et des agents pour que chacun prenne vraiment sa place. Mais j'imagine que plus le site a du succès, plus la partie intelligence artificielle ou Chabot prend le dessus, parce que les agents humains, ils ne peuvent pas se démultiplier, hein, c'est pas Shiva. C'est très vrai, et c'est aussi très vrai pendant les fortes périodes d'activité, les pics de Noël, etc. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'importance d'avoir une technologie d'automatisation comme BotMind, elle prend tout son sens. Maintenant, c'est aussi toute l'approche qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, les équipes, il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent auprès des équipes de support client aujourd'hui dans les entreprises qui vendent en ligne. Et l'idée est justement d'essayer de ne pas les remplacer, ces gens-là, mais de les garder pour faire du conseil produit, pour essayer d'aider les acheteurs à s'y retrouver. Et c'est un peu ça l'idée. C'est pas forcément de les démultiplier, mais de réallouer les ressources existantes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Est-ce que le défi, Christophe Chevalier, est d'autant plus compliqué que le produit vendu est technique ? C'est vrai, et c'est justement un des enjeux que nous, on a chez BotMind, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, de comprendre comment fonctionne ce logiciel. D'habitude, on achète un logiciel, il fonctionne de la même façon au premier jour et au 10e jour ou au 100e. Et avec BotMind, c'est un peu différent, parce qu'on peut l'entraîner et l'améliorer. Alors nous, on fait tout justement pour pré-entraîner notre modèle. On a plus d'une centaine de questions qui sont déjà pré-entraînées dans le système. Et aussi, on est capable de se connecter à tout l'écosystème e-commerce, ce qui facilite finalement aussi l'intégration d'une solution dite complexe dans un écosystème existant pour un e-commerçant. Dernier mot, la numérisation rapide du commerce français depuis un an doit vous réjouir. Est-ce que vous diriez qu'on a rattrapé une partie de notre retard ? C'est certain que l'année 2020, pour le commerce en ligne, ça a été un réel accélérateur sur une tendance de fond qui est d'aller vers de plus en plus de digitalisation. On a rattrapé le retard en France, notamment sur certains pays anglo-saxons ou autres. Maintenant, pour comparer, nous, ce que l'on fait sur l'expérience client, c'est vraiment quelque chose qui doit aussi être réinventé, même ailleurs qu'en France, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est aussi que l'on achète en France ou ailleurs, il y a des sujets d'expérience client qui sont toujours pas très bien adressés. Et c'est justement sur ça que l'on veut nous se battre au quotidien pour réussir à avoir une meilleure expérience en ligne et aider les e-commerçants à mieux vendre et encore une fois à se démarquer des autres. On l'a bien compris. Merci Christophe Chevalier. Bon vent à BotMind. À bientôt sur Bismart. On marque une courte pause, quelques réclames de mai 2021 et on pousse la porte de l'hôpital du futur. La seconde partie de ce Smart Futur, les innovations au cœur de la Smart City, de la ville intelligente, comme chaque semaine. Tout à l'heure, dans notre chronique sur les nouvelles mobilités, je vous présenterai MyBus. C'est une application qui permet de choisir et de payer dans les transports en commun. Mais d'abord, c'est l'hôpital du futur qui nous ouvre ses portes. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City.
avec SEAT. On visite l'hôpital du futur avec mes invités. Quentin Laurens, bonjour. Porte-parole de Carnot Computing. Et puis avec nous, en visioconférence, Yann Bubien, qui est le directeur général du CHU de Bordeaux et président du groupement de recherche et d'applications hospitalières. Bonjour, vous m'entendez bien ? Bonjour, je vous entends très bien. Bon, la liaison est bonne. C'est une émission avec beaucoup de visioconférences, donc voilà, on fait au mieux. Je commence avec vous, Yann Bubien. Imaginons que, je fais souvent ça dans l'émission, que nous sommes en 2040. Est-ce que l'hôpital sera radicalement différent ? Est-ce qu'il me surprendra, d'après vous ? Alors, j'en sais rien, parce qu'à chaque fois qu'on a fait des prévisions en matière de santé ou hospitalière, on se rend compte qu'on s'est souvent trompé. Et encore dernièrement, et ces derniers mois nous montrent que l'on fait beaucoup d'erreurs quand on essaye de faire des prévisions. Néanmoins, on peut penser que d'ici 10 ans, 20 ans, oui, l'hôpital il va changer parce qu'il évolue en permanence. Depuis les hôtels-dieux du Moyen-Âge, on a vu l'hôpital se métamorphoser chaque année, toutes les décennies, se transformer au rythme des évolutions technologiques, médicales, pharmaceutiques, qui bougent énormément, et évidemment des attentes des patients qui changent en permanence. Alors je vais poser la question différemment, pardon de vous interrompre, je vais poser la question un peu différemment. Ouais. Vous qui réfléchissez évidemment à l'avenir de l'hôpital, votre hôpital idéal, il pourrait ressembler à quoi ? Écoutez, d'abord un hôpital toujours plus innovant, avec un plateau technique extrêmement performant qui serait au cœur du moteur, un plateau technique avec de l'intelligence artificielle, de la robotique, l'imagerie et notamment l'imagerie interventionnelle la plus performante, et puis un hôpital quand même plus humain, qui offre une qualité hôtelière plus de qualité, qui ressemble à ce qu'on peut trouver dans les meilleurs endroits. Un hôpital plus social aussi, parce qu'il y a une responsabilité sociale qui est très importante. On parle beaucoup aujourd'hui de qualité de vie au travail, et je crois que ce sera un événement, ce sera quelque chose de majeur dans les années qui viennent, pour notamment attirer et garder des professionnels de santé qui sont de plus en plus difficiles à fidéliser parce qu'ils se comparent aux autres, parce qu'ils ne restent pas toute leur vie dans le même établissement. Et puis ce sera un hôpital plus ouvert, moins fermé sur lui-même, plus ouvert sur la ville, plus ouvert sur les autres établissements, un hôpital numérique, digital, en réseau, avec les autres partenaires, les autres acteurs de l'écosystème. Et puis un hôpital plus écologique, ça c'est certain. On a une responsabilité environnementale qui est très importante dans les hôpitaux. Il suffit de le voir actuellement avec l'ensemble des déchets, avec évidemment le Covid, on a en plus multiplié encore plus les usages uniques, qui fait qu'on jette beaucoup aujourd'hui dans les établissements, et donc alors, il y a une responsabilité. On va reprendre pas mal, pardon de vous interrompre, on va reprendre quelques-uns des thèmes que vous avez ouverts. Le Smart Hospital, le connecté, intelligent, ça vous parle forcément, Quentin Laurens, vous êtes l'un des lauréats avec Carnot Computing d'un appel à projet lancé par la ville d'Amiens et Engie Axima. Grâce à quelle innovation ? Expliquez-nous, le radiateur ordinateur, c'est quoi ? Alors, le lien est tout trouvé entre ce qu'a dit Yann Bubien et ce que propose Carnot. C'est de limiter l'empreinte écologique et l'empreinte carbone, ainsi que la consommation énergétique des bâtiments, alors des hôpitaux également. La proposition de Carnot, c'est de chauffer des bâtiments avec des serveurs informatiques. Et pour ça, on a inventé deux technologies en particulier, l'une qui s'appelle le radiateur ordinateur et l'autre la chaudière numérique, et qui ont pour particularité d'être connectés à Internet et d'embarquer en leur sein des processeurs informatiques qui tournent pour des opérations de calcul complexes, d'une part, et dégagent de la chaleur au cours de leur fonctionnement. L'idée de Carnot, c'est d'être une alternative au data center, une alternative écologique, en dispersant la capacité de calcul informatique directement dans les bâtiments qui ont besoin de chaleur. Et alors, plutôt que de perdre cette chaleur et en plus de devoir la refroidir dans ces grandes usines du numérique qui sont les data centers, Carnot propose d'apporter la capacité de calcul au sein de nos villes, dans les bâtiments, dans les hôpitaux, dans les logements, dans les bureaux. Mais ça veut dire qu'on est dans un circuit fermé, c'est-à-dire que les ordinateurs, les serveurs de l'hôpital
certes, va chauffer l'hôpital et uniquement l'hôpital, c'est ça? Alors c'est une très bonne question. On est là aussi dans un circuit plutôt ouvert. Ouais. À l'inverse, Ouais. ce qu'on fait nous, c'est qu'on pourrait très bien installer des serveurs informatiques sous forme de chaudière, par exemple à l'hôpital de Bordeaux. Ouais. Mais les calculs qui y tourneraient pourraient être faits pour des clients tiers. En réalité, on traite avec deux types de clients. D'un côté, des clients de chauffage qui ont cet apport en chauffage écologique. Et de l'autre côté, des clients de calcul qui sont des grandes banques, des laboratoires de recherche médicale, des studios d'animation 3D, pour des besoins très variés. Yann parlait de l'intelligence artificielle. On a aussi des activités pour du machine learning, du big data. Et donc tout ça, ce sont des calculs très gourmands en puissance de calcul informatique. Et Carnot propose de vendre cette puissance de calcul. Alors je fais un tout petit lien qui est assez trouvé entre les deux invités que vous avez aujourd'hui, puisque on a lancé ce matin des calculs pour l'hôpital Necker et l'Institut Imagine, qui a des gros besoins en calcul informatique pour réaliser des traitements de bases de données sur le génome humain, en particulier pour les maladies génétiques. Voilà un type de calcul que Carnot peut faire. Et on a décidé de consacrer la grande cause 2021 de Carnot à la recherche médicale sur les maladies génétiques. Ouais. Et alors vous proposez aussi un logiciel qui s'appelle Oasis, c'est ça, qui est un logiciel une plateforme de pilotage des bâtiments qui peut aussi s'adapter aux hôpitaux. Qu'est-ce que ça peut apporter à un hôpital, par exemple? Alors, la plateforme Oasis, c'est une plateforme qui simplifie, qui facilite la vie du bâtiment tout en lui permettant de faire des économies d'énergie. Alors, on se base sur des données qui sont collectées au sein du bâtiment. On parle beaucoup de bâtiments connectés, de smart building, de smart future. Ouais, c'est le thème de l'émission. C'est le thème de l'émission. Nous, on attire toujours l'attention sur le fait que collecter de la donnée ne suffit pas à être intelligent. Ce qu'il faut, c'est avoir un cerveau derrière tout ça. Et le cerveau, c'est souvent des ordinateurs. Et donc, on recoupe ce que je viens de vous dire juste avant sur la capacité de traitement des données. Collecter des données dans un bâtiment, c'est ce que permet de faire Oasis. Ça permet aussi de concentrer toutes les données sur les taux d'occupation, le taux d'usage, le taux d'intensité d'usage des lits, sur la qualité de l'air, sur la consommation énergétique des bâtiments, sur le parcours du patient au sein du bâtiment, et pourquoi pas aussi de l'aide qu'on pourrait apporter aux médecins. Alors je ne mentirai pas là-dessus, on n'a pas encore de travail précis sur le vraiment médical, mais sur la vie du bâtiment en tout cas, on peut faire beaucoup de progrès tout en économisant de l'énergie, en améliorant le confort. Yann Bubien, la crise Covid, qui dure et qu'on vit collectivement depuis plus d'un an, qu'est-ce qu'elle change à vos réflexions sur l'hôpital de demain? Quelles leçons principales vous en tirez dans la fonctionnalité, dans peut-être la modularité de l'hôpital? Ah oui, ça a changé la donne. Ça a obligé tout le monde à réagir plus vite d'abord, parce que la crise, elle est arrivée en janvier l'an dernier. D'ailleurs, on a eu le premier patient français au CHU de Bordeaux le 24 janvier 2020 l'an dernier. Et tout de suite, il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter de manière diverse. D'abord isoler. À l'époque, on ne connaît pas très bien la maladie, et donc il a fallu isoler évidemment les patients. Il a fallu multiplier les chambres seules, alors qu'on avait aussi des chambres doubles. Il a fallu les transformer en chambres seules. On s'est adapté immédiatement. On a vu qu'en quelques jours, on réussissait à faire de la télémédecine, des téléconsultations, du télésuivi. On a réussi à organiser des visioconférences avec un nombre important de personnes, alors que jusqu'ici, on faisait beaucoup de déplacements entre Bordeaux et Paris, ou entre Bordeaux et d'autres villes, par exemple. On voit que tout a changé. On a besoin d'un hôpital plus évolutif, évidemment, parce que des crises comme celle-là, on peut en connaître d'autres. D'ailleurs, elle n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée, elle évolue sans cesse. Il faudra un hôpital plus évolutif, qui puisse bouger en permanence, ou pouvoir ouvrir des unités d'hospitalisation en quelques jours pour s'adapter à la demande, pouvoir les refermer également quand on n'en aura plus besoin. On a besoin de nouvelles technologies. On s'est équipé évidemment avec des grands écrans, avec des outils plus didactiques pour pouvoir travailler les uns avec les autres sans se voir en réel. Voilà, on s'est vraiment adapté. Pour l'hôpital de demain, ça va changer la donne, parce que ça veut dire un hôpital plus évolutif, des unités qu'on peut ouvrir à la demande. Ça veut dire également une digitalisation plus importante. Ça veut dire également de pouvoir travailler à distance.
Et le télésuivi, la télémédecine, la télésanté, je crois qu'en quelques jours et en quelques mois, on a développé et multiplié par 100, par 200 le nombre de consultations en télémédecine. Mais il restera, parce que cette modularité, on imagine bien à l'aune de cette crise Covid, ce que ça peut vouloir dire. C'est un service qui en temps normal compte, je ne sais pas, une dizaine de lits dans un hôpital et qui doit passer à 50, 70 ou 100 lits en cas de crise. Derrière ça, il y a évidemment la question humaine. Vous parliez tout à l'heure du risque de turnover, donc cette question-là, elle est compliquée à régler quand même, aujourd'hui et à l'avenir. Yann Bubien. Bien sûr, parce que la formation médicale et paramédicale est très longue. Il faut une dizaine d'années pour former un médecin, voire plus pour certaines spécialités. Et une infirmière, c'est 3 ans. Une infirmière ou un infirmier de bloc opératoire, c'est 4 ans. Et quand c'est anesthésiste, un infirmier anesthésiste, c'est 5 ans. Et donc, évidemment, tout ça prend du temps. Mais néanmoins, là aussi, il va falloir travailler à former plus rapidement certains personnels. Pour s'adapter, il a fallu en fait déprogrammer. C'est-à-dire qu'on déprogramme à un endroit et on peut demander au personnel qui travaille à cet endroit-là et où on a déprogrammé d'aller travailler dans un autre service et de renforcer ce service, notamment soit une unité Covid, puisque là c'est du Covid, soit une unité de réanimation médicale ou réanimation chirurgicale ou soins critiques. Et ces personnels-là, évidemment, il faut qu'ils soient formés. On a réussi à les former en quelques jours et quelques semaines au CHU de Bordeaux parce que ce sont déjà des professionnels qui sont compétents. Donc il a fallu les former, mais effectivement, ça demande une adaptabilité des personnels qui n'est pas facile à faire. Et ça veut dire aussi travailler sur nos modes de formation, du e-learning bien entendu, mais aussi de la simulation sur mannequin, et s'adapter sans cesse à l'évolution des nouvelles maladies, des nouvelles épidémies qui sont inévitables dans les années qui viennent. Alors, il y a une autre problématique que vous avez abordée tout à l'heure, Yann Bubien, et je voudrais entendre Quentin Laurence là-dessus, c'est le fait d'intégrer l'hôpital à la ville. C'est-à-dire que parfois, aujourd'hui, on a un peu le sentiment que l'hôpital il est dans sa bulle et il ne se connecte pas suffisamment à la médecine de ville et aux différents systèmes d'information. En quoi l'informatique, même l'intelligence artificielle, ça peut aider à cette connectivité et au fait d'intégrer un hôpital dans une ville, notamment dans les solutions que vous proposez? Alors, l'approche de Carnot, elle est, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas médicale d'abord. Donc oui. Il y a des spécialistes qui ont des avis. Moi, je fais un aveu d'humilité là-dessus. Non, mais alors, c'est une question presque un peu plus générale sur la ville intelligente. Oui, voilà. Oui, j'ai bien compris. Alors, la ville de demain, moi, sur les questions d'intelligence, il faut toujours se poser la question de la finalité. Ouais. On entend beaucoup parler des villes intelligentes, des bâtiments intelligents, sans forcément savoir vraiment quels sont les services qu'on veut avoir à la fin. Ce qu'il faut penser, c'est l'usager final. Ouais. Alors, le patient dans le cadre de l'hôpital, celui qui se déplace dans le cadre des mobilités, celui qui habite dans le cadre des bâtiments. Mais si on l'applique à l'hôpital, pardon de vous interrompre, on peut imaginer un patient qu'on suit avant, pendant et après son hospitalisation. Et là, les outils... Et alors, les outils informatiques, on a parlé tout à l'heure de la télémédecine, peut-être de la médecine par visio, du suivi de dossier, qui est peut-être des outils informatiques qui permettent d'avoir un parcours sans rupture et une continuité dans les soins, tout en respectant, je pense que c'est aussi un sujet que Yann Bubien suit de très près, la question de la confidentialité, de la sécurité des données, avec notamment les données de santé qui sont un peu particulières, et puis le RGPD qui de plus en plus nous oblige à être vigilants sur ces sujets-là. Et ça me permet, moi, d'insister sur le fait que la question de la sécurité et de la souveraineté informatique sont des clés décisives dans ce qu'on veut faire de la ville de demain, de l'hôpital de demain et du bâtiment de demain plus largement. Rester maître de sa donnée par des capacités internes de calcul et de puissance, de stockage et d'hébergement, c'est probablement l'une des clés de la ville de demain. À quoi bon se revendiquer intelligent si les données traitées le sont à l'autre bout de la ville, dans un data center ou autre? Et alors, pour revenir à votre question, je pense qu'il faut toujours avoir en tête la fluidité
la simplification, la facilitation, l'amélioration de la vie des gens au sens très large, des patients, des médecins, du personnel soignant aussi, et dans la ville, de tous ceux qui l'habitent. Donc faire une ville intelligente juste pour avoir des objets connectés ici et là, ça sert à rien. Ouais. Je pense que c'est une cause, un pis-aller. Si on veut, la vraie finalité, c'est vraiment que les gens y trouvent quelque chose. Alors dans le bâtiment, ça peut être à la fois faire des économies d'énergie tout en améliorant le confort, ça peut être maintenir les personnes à domicile plus longtemps. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être complémentaire entre la ville et l'hôpital. On a, nous, des solutions sur ce qu'on appelle les PMR, les personnes à mobilité réduite, pour favoriser la détection de chute, par exemple, l'isolement, lutter contre l'isolement. Et là, le numérique, toujours en articulation avec l'humain, moi j'y suis très sensible et chez Carnot on l'est, peut apporter. Voilà. Mais il faut toujours penser, je pense, l'humain comme finalité. Smart Move, notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités avec MyBus aujourd'hui. Bonjour Frédéric Pacotte. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de Monkey Factory qui développe et distribue cette application. MyBus, c'est quoi ? Alors, MyBus, c'est une application mobile à destination des usagers des transports en commun et plus largement des mobilités du quotidien. Ce qu'on va définir par mobilité douce, partagée, collective. Enfin, celles qui ont une empreinte carbone la moins forte possible. Voilà en fait ce que ça regroupe. Ouais, donc ça veut dire que sur l'application, on trouve quoi ? Alors sur l'application, on retrouve bien évidemment les transports en commun, qui sont la colonne vertébrale d'un plan de mobilité dans une agglomération par exemple. Mais on va retrouver aussi du vélo en libre-service, on va retrouver de la trottinette. Et puis on va retrouver aussi de la marche à pied, qui est souvent une bonne alternative. Alors pas comme aujourd'hui, puisqu'il pleut à Paris. Oui, il pleut à Paris, oui. Voilà, exactement, mais qui globalement est aussi quelque chose qui doit faire partie du schéma global de son itinéraire. Ouais. Sur l'application, on choisit et on peut payer aussi son moyen de transport ? Voilà, alors MyBus, c'est une application qui fait à la fois de l'information voyageur, donc les horaires, le plan, le calcul d'itinéraire, etc., mais qui en plus va permettre d'utiliser son smartphone comme un titre de transport. Et ça, on est capable de le faire dans 120 villes en France. On couvre 375 villes en information voyageur, ce qui est presque exhaustif. D'ailleurs, nos principaux concurrents, qui sont surtout des entreprises issues de la galaxie GAFAM, alors c'est des applications comme Google Maps, par exemple, c'est des applications comme Movit d'Intel. Elles couvrent moins de 100 réseaux en France, et nous, on a fait un énorme travail depuis maintenant 5 ans pour couvrir l'ensemble de ces réseaux, et on est le seul acteur français à porter ce type de service. Donc c'est de l'information voyageur, et c'est aussi du titre de transport, et ça on est capable de le faire. On propose dans 120 villes, donc à tous nos utilisateurs, on propose dans 120 villes un titre de transport sur smartphone, que ce soit du M-Ticket ou ticket SMS. C'est quoi la technologie qui est derrière MyBus ? Alors, la technologie, elle est relativement classique. On n'a pas eu besoin de déposer de brevet. On a simplement eu besoin d'être pragmatique, de consolider énormément de data, énormément de données, et de mettre en place des plateformes technologiques capables de mettre en musique l'ensemble de ces données, de coordonner les transports en commun avec d'autres formes de mobilité, de gérer du temps réel, de faire du calcul d'itinéraires qui vont combiner différents réseaux de transport. L'ensemble de notre effort a été concentré là-dessus. Pourquoi vous l'appelez MyBus alors qu'il y a tous les réseaux de transport dessus ? Exactement. Alors, le seul point commun de l'ensemble des réseaux de transport, que ce soit une toute petite ville ou que ce soit une très grande métropole, c'est le bus. Et dans tous ces réseaux, on a toujours au moins des lignes de bus. Alors on va pouvoir avoir du métro, on va pouvoir avoir des navettes fluviales. À Lyon, par exemple, on couvre aussi le funiculaire, ce genre de choses. Mais le point commun, c'est le bus. Il y a une dimension réglementaire qui est intéressante à examiner avec la loi d'orientation des mobilités. Qu'est-ce qui est en train de changer pour un secteur comme le vôtre ? Alors il y a une révolution qui est en train de se jouer de ce point de vue-là. La loi d'orientation des mobilités, qui a été adoptée en décembre 2019, en fait, accélère l'ouverture et l'usage des mobilités. D'abord en ouvrant et en libérant les données liées à la mobilité, donc les horaires, le temps réel, les calculs d'itinéraire que j'évoquais plus tôt, d'une part, et d'autre part, c'est aussi la dérégulation de la vente des titres de transport. Alors ça, c'est un enjeu majeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du 1er décembre 2021, les collectivités, ce qu'on appelle les autorités organisatrices de mobilité, que sont les agglomérations, les métropoles, les régions, qui organisent la mobilité sur leur territoire, vont devoir permettre aux acteurs privés de ces services numériques de multimodaux de pouvoir vendre des titres de transport dématérialisés.
Donc vous pourrez vendre directement des titres de transport, quel que soit l'usage, quel que soit le type de transport choisi par l'usager. Voilà, on le fait déjà pour un certain nombre de réseaux, mais là ça va se généraliser et bien évidemment on se positionne et on candidate pour pouvoir faire cette distribution. On a déjà les outils, on a déjà un service grand public qui s'appelle MyBus, qu'on a mis en œuvre déjà depuis 5 ans. Et l'idée c'est d'élargir et d'améliorer ce qu'on appelle la promesse client, qui est de dire aujourd'hui c'est plus dans 120 réseaux que vous allez pouvoir voyager avec nous, c'est sur toute la France. En tout cas, c'est notre ambition. Et derrière tout ça, on a une mission, parce qu'on se considère comme une entreprise à mission, et j'espère que dans quelques temps, on en aura le statut légal. On a comme mission d'accélérer l'usage des mobilités dites durables et inclusives. Et on est convaincu que les transports en commun, les mobilités douces et partagées sont un acte fort dans le cadre d'un schéma global de développement durable. Et d'ailleurs, si on se projette dans un avenir là à court ou moyen terme, c'est vrai que la crise que l'on traverse encore, elle a retiré du marché des transports en commun pas mal d'usagers. Oui. Le défi, c'est de les faire revenir. Alors ça a été... Et ça peut prendre un peu de temps. Oui, alors c'est paradoxal parce que la crise sanitaire a été à la fois un frein et un accélérateur de ce marché. Ça a été un frein au niveau de l'usage, puisque bien évidemment, avec les périodes de confinement, moins de déplacements, beaucoup moins de gens dans les transports en commun, des baisses assez drastiques. Mais parallèlement, ça a fait prendre conscience aux acteurs publics que les solutions digitalisées, les solutions de dématérialisation étaient souvent une très bonne alternative à des moyens beaucoup plus classiques, étaient beaucoup plus simples à déployer. Donc à la fois, il y a du bon et du moins bon. Nous, on a pris la part positive de tout ça. Et ben voilà, merci beaucoup Frédéric Pacotte. Bon vent à votre appli MyBus. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Olivia Hierret-Dobré, à toutes les équipes de Bismart qui étaient à mes côtés aujourd'hui et comme pendant toute la semaine avec Smart Impact. On se retrouve le week-end prochain pour Futur et dès lundi pour Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Salut à tous, vous pouvez revenir en mai 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.